Le tout dernier film de la phase 5 est enfin au cinéma. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous aussi vous avez besoin d'en parler. Parce que oui, avec Thunderbolt, Marvel nous a enfin pondu un véritable film. Peut-être même l'un des meilleurs depuis Endgame. Il est pour moi dans la lignée de Shang-Chi et des Gardiens de la Galaxie Volume 3. Des films qui développent leurs personnages, qui s'axent sur l'émotion humaine et dont la réalisation et les effets spéciaux nous font dire oui, Marvel est de retour. Et pour le coup, cette fois j'en suis convaincu. Ce film est le tout premier de la nouvelle ère post-grève des scénaristes et semble renouer totalement avec ce qui se faisait de mieux à l'époque du grand Marvel. Mais devons-nous nous emballer pour autant ? Que cache concrètement ce film et vers quoi nous mène-t-il réellement? C'est tout le sujet de cette vidéo. Je vous propose donc d'analyser ensemble ce que vous avez peut-être manqué ou mal compris en détail, mais surtout de revenir sur cette scène post-générique absolument magistrale. Sûrement la meilleure de toute la saga du multivers. Et oui, c'est important, l'histoire avance enfin. Bref, vous l'avez compris, nous allons totalement spoiler le film dans cette vidéo. Nous entrons donc dans la spoiler zone, zone de tous les dangers. Vous êtes avec Kevin Decart, le théoricien préféré de ton schizophrène préféré. Qui ça? Comment ça, qui ça? Mais t'es qui toi en fait? Bref, générique. En tant que fan de Star Wars, vous devez d'avoir un sabre laser de qualité. C'est pourquoi les copains de la boutique du sabre laser vous ont préparé une collection incroyable. Le pack Collector. Regardez-moi cette beauté. Et j'ai personnellement craqué sur les sabres de ma chouchoute, Ahsoka. Mais vous avez du Anakin Skywalker, du Obi-Wan, du Mace Windu, du Dooku, du Yoda, évidemment du Dark Vador, et pour les connaisseurs, du Darth Revan et Cal Kestis. Et ce pack Collector comprend le support noir exclusif au pack, la mallette exclusive offerte, un porte-clés sabre laser, un chiffon personnalisé, une carte de réduction de moins 25% sur votre prochain achat, et surtout la garantie à vie qui est une exclusivité de cette collection. Et le plus fou, tu peux tout personnaliser. Version cosplay, combat, léger, lourd. Tu choisis le son, la couleur, l'animation de démarrage, une vraie dinguerie. Je vous jure, je les aime trop. Parce que si je vous en parle, c'est qu'il y a un bon plan. Avec le code Kevin10, vous avez moins 10% sur les 100 premières commandes du pack collector. Et sur ces 100 commandes, 5 seront intégralement remboursées. Oui, gratuit. Alors si vous avez toujours rêvé d'un sabre laser, c'est peut-être le moment parfait pour se lancer. Le lien est en description et premier commentaire. Et nous, on retourne à notre vidéo. Thunderbolt est le 13e film sorti depuis Avengers Endgame. Et c'est le premier depuis Shang-Chi en 2021 à enfin nous parler, ou du moins nous montrer, des Avengers. Oui, aucun des autres films n'avait concrètement mis le sujet sur la table. Alors oui, vous allez me parler de Captain America. Mais à la fin du film, perso, me laisse encore une fois sur ma faim. Certes, ça me dit qu'il veut monter une équipe d'Avengers, mais le problème, c'est que son personnage évolue tellement peu dans le film que personne n'arrive vraiment à l'imaginer en leader. En tout cas pas moi. En plus, il ne cite aucun nom pour rejoindre son boys band, à part le nouveau Falcon. Bref, personne ne s'est vraiment émoustillé à l'époque. Mais avec les Thunderbolts, les amis, là, oui, on les a vus à l'œuvre, et je sais pas vous, mais moi je les adore. Et non seulement on a cette équipe nommée les New Avengers, mais en plus, on sait qu'une autre équipe d'Avengers est également créée par Sam, et qu'il est pas content. Sans compter le lien concret avec les 4 Fantastiques. Mais avant de parler de tout ça, revenons un peu sur le contexte du film. Un contexte enfin plus clair. Dans ma précédente vidéo, je vous disais que Bucky et Thaddeus Ross avaient été élus en 2025. Bon, il semblerait que je me sois un peu emmêlé les pinceaux et trompé d'une année, puisqu'en fait, Ross, Bucky et Fisk semblent bien avoir été élus fin 2026. Et oui, le carton d'invitation que reçoit Sam dans Captain America 4 est daté de 2027. Et je n'avais pas revu les images, puisque le film est éclaté, mais surtout pas encore dispo. Ah mais c'est compliqué aussi leur truc là. Faut donc tout décaler d'un an. Bon, my bad les amis, et merci à vous dans les commentaires de m'avoir corrigé. Mais alors, qu'est-ce que ça implique? Premièrement, que les seuls projets aujourd'hui datés pour 2027 sont Captain America, la majorité de l'intrigue de Daredevil Born Again saison 1, et les Thunderbolts. Donc la scène post-crédit qui se passe 14 mois après le film se passe donc en 2028 voire 2029, car Captain America se passe clairement au printemps, et que Thunderbolt lui semble plus se passer à l'automne. Oui, Bucky n'a pas fini sa première année de mandat, donc autour d'octobre-novembre. Un détail important, car il indique que d'autres projets peuvent encore venir étoffer la période entre 2027 et 2029, des séries comme des films. Par exemple, ça laisserait la place à Spider-Man pour se développer, avec un film qui nous montrerait un Spidey ayant vraiment évolué. Car je vous rappelle que la scène de fin de No Way Home se passe en fin d'année 2024.
Peter aura donc pas mal grandi. Et oui, alors qu'on commençait à peine à rattraper le retard, Marvel continue d'étendre son univers vers le futur. Ce qui perd absolument tout le monde, soyons honnêtes. Enfin bref, plongeons-nous dans le film et son sens caché. La dépression des Thunderbolts. Le film démarre avec Yelena Belova à Kuala Lumpur. Yelena nous parle de son mal-être, de sa dépression et du vide qu'elle ressent. Tout ça dans une cascade à la Tom Cruise, qu'elle a d'ailleurs elle-même réalisé, un saut dans le vide qui rappelle presque un suicide, histoire de nous mettre directement dans le thème du film. Elle emploie d'ailleurs dès le début le mot void dans sa version originale. Just a void. Et c'est bien le véritable méchant de ce film. Car pour la première fois dans un film Marvel, il n'y a pas de méchant concret à combattre. Certes, la version sombre de Sentry est le grand méchant, mais le combattre n'a aucun impact. Le Void représente la dépression et le manque de sens dans lequel sont enfermés l'ensemble des personnages. Et seul le courage d'affronter ces traumatismes peut combattre ce mal. Un thème qui est central tout au long du film et qui est probablement la raison pour laquelle Marvel a décidé de marketer les Thunderbolts, non pas comme un film Disney, mais A24, qui, je le rappelle, est un autre studio, indépendant certes, mais surtout concurrent. C'est comme si une pub McDo vendait un nouveau burger en disant « Chez nous, il est aussi bon que chez Burger King ». Mais bon, après tout, si c'est assumé, why not? Une notion de Void qui va être définie par Yelena elle-même auprès de Bob. Lui, qui n'arrivait pas à mettre un mot sur son mal-être, a désormais cette image. Un vide qui le consume et qui pourrait consumer le monde avec lui. Donc oui, c'est peut-être Yelena qui, en évoquant ce Void, a finalement pu créer ce monstre, car les pouvoirs de Sentry semblent sans limite, et tout ce dont il a besoin, c'est un petit coup de pouce de son imagination. Et c'est aussi ce qui fait qu'elle est prête à tout faire et entrer dans ce Void pour l'en sortir. Nous le voyons, il est capable d'entrer dans la tête des Thunderbolts, mais aussi de matérialiser leurs souvenirs et de jouer avec leurs peurs. Il est capable d'absorber tout un monde dans son propre monde psychologique cauchemardesque. Et si vous me suivez, il se pourrait bien que Bob ait une importance capitale pour la suite. Puisque je vous rappelle que la réalité dans laquelle ont atterri Deadpool et Wolverine, et notamment Loki dans sa série, se nomme également le Void. Mais comment en est-il arrivé à avoir de tels pouvoirs? Valentina, la nouvelle Nick Fury. Une nouvelle organisation vient de faire son entrée dans le MCU. Après le Damage Control dont on n'a plus jamais entendu parler depuis No Way Home et Miss Marvel, ou encore le Sword présent dans WandaVision, c'est désormais OXE, la société de Valentina, qui s'impose comme l'entité à surveiller. C'est elle qui est derrière la création de Sentry. Dans les comics, l'OXE est l'organisation qui fournit à Valentina des life model decoy. Jamais exploré jusqu'ici dans le MCU, il s'agit de copies robotiques utilisées par certains agents du SHIELD, notamment Valentina et Nick Fury, pour mener des opérations à haut risque. On en a d'ailleurs aperçu dans la série Agent of S.H.I.E.L.D. C'est une organisation peu connue mais qui est liée à l'Outer Circle, une société secrète composée d'hommes et de femmes puissantes qui, suite à la Première Guerre mondiale, estiment que le monde n'est pas prêt pour décider de son destin. Alors, ils œuvrent dans l'ombre à travers assassinats, coups d'état et guerres pour façonner le monde selon leurs idéaux, notamment avec des figures telles que le Winter Soldier. Dans le MCU, l'Outer Circle n'a pas encore été mentionné, mais OXE semble être une organisation indépendante qui, elle aussi, mène des assassinats et des attentats dans le but de déstabiliser le monde. Sauf qu'il semblerait que ce soit à des buts commerciaux, avec à son actif des espions comme Taskmaster, US Agent, Yelena ou Ghost. Mais la disparition des Avengers a changé la donne. Valentina, visiblement à la tête de cette organisation, a décidé d'utiliser ses ressources pour créer illégalement un nouveau super-héros. Il se pourrait d'ailleurs que ce soit Valentina que Sharon Carter, alias le Power Broker, s'adresse à la fin de Falcon and the Winter Soldier, cherchant à mettre la main sur le sérum de super soldat. Car on apprend dans le film qu'il s'agit une nouvelle fois d'une formule dérivée du sérum. Mais elle précise à un moment que le sérum a transformé Steve Rogers en Captain America, mais que pour Bob, lui, ça pourrait bien se transformer en désastre. C'est probablement d'ailleurs dans cette optique que Valentina prend la tête de la CIA en 2025, lors des événements de Black Panther Wakanda Forever, dans le but, sans doute, d'avoir plus de liberté pour mener son projet à terme. Valentina se rêve clairement en nouveau Nick Fury. Un parallèle intéressant avec le reste de l'équipe, puisque tous ont œuvré pendant des années dans l'ombre pour faire le sale boulot, elle comprise, et tous rêvent d'être désormais ou de nouveau perçus comme des héros. Valentina, qui d'ailleurs se moque de Yelena dans la scène du penthouse, Yelena, you look awful. mais qui au fond veut exactement la même chose. Et c'est sûrement dans cette optique qu'elle organise une réception en l'honneur des Avengers. Et Bucky n'est pas dupe, puisque je vous rappelle que c'est bien elle qui a envoyé Yelena éliminer Clint dans la série Hawkeye, puisque j'imagine que son projet Sentry ne peut fonctionner que si les Avengers ne se reforment pas. Seulement, ces expériences en laboratoire clandestin à travers le monde ont été découvertes, et ça ne passe pas auprès du gouvernement américain. Une enquête est alors lancée par certains membres du Congrès pour la démettre de ses fonctions à la tête de la CIA. Et Valentina est prête à tout pour sauver sa peau, y compris à éliminer tout ce qui pourrait être lié de près ou de loin au projet Sentry. Yelena, star des Thunderbolts. Je vous le disais, le temps a passé dans le MCU.
On a déjà vu Yelena dans 2 projets, Black Widow qui se passe en 2017 et Hawkeye fin 2024. Entre-temps, elle a été snappée de 2018 à 2023. Et on peut supposer que la plupart des Thunderbolts l'ont été aussi, à part peut-être John Walker. En 2024, elle est envoyée sur les traces de Clint pour venger sa sœur. Depuis, elle semble enchaîner les missions pour Valentina sans vraiment se poser de questions. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve au chevet de son père adoptif, Alexei Shostakov, alias le Red Guardians. Lui, on ne l'avait plus revu depuis Black Widow en 2017, lorsqu'il a été exfiltré de sa prison sibérienne par Natasha et Yelena. Depuis, il semble s'être installé aux États-Unis où lui aussi a sombré dans la dépression. Il rêve de revivre ses années de gloire et pousse Yelena à suivre le chemin de Natasha. Ce qui la convainc de demander des missions plus prestigieuses, pensant peut-être rejoindre la CIA. Mais c'est un piège qui l'attend dans le bunker de OXE. Là-bas, elle découvre toutes les preuves qu'un nouveau super-héros est en cours de création. Mais aussi de nombreuses boîtes mortuaires contenant les victimes de ses expériences. Un document confirme bien que c'est OXE qui a racheté la Stark Tower, désormais transformée en Watchtower, comme dans les comics. Elle redeviendra d'ailleurs dans la scène post-crédit le QG des New Avengers. La scène du bunker nous offre l'un des meilleurs combats du film, voire l'un des meilleurs de ces dernières années. C'est superbement chorégraphié, et on sent clairement la patte des équipes de John Wick qui ont travaillé sur le film, notamment dans les enchaînements au flingue. Et chacun avait sa cible. Taskmaster devait tuer John, John devait tuer Yelena, Yelena devait éliminer Ghost, et Ghost devait abattre Taskmaster. Résultat, une balle dans la tête direct pour Taskmaster. Ciao, merci. Perso, j'en ai ri tellement c'est soudain. Une action clairement à la Deadpool. Et pour accentuer le non-respect de ce personnage, ses armes sont pillées par Ghost et US Agent. Bon, je vous refais pas la scène, l'équipe comprend qu'elle a été trahie et décide de collaborer. John nous surprend avec un gigantesque saut bien plus haut que tout ce qu'on avait vu chez Steve. Et ils finissent par utiliser leurs jambes pour reproduire le plan de Bob, façon astérisque humaine, ce qui est clairement une petite référence au logo du film. Mais quand on y regarde de plus près, on découvre que chacun d'eux souffre d'un aspect de la dépression différent, ce qui va les pousser à tous s'entraider. Ghost décide constamment de revenir au lieu de s'enfuir, car elle se sent terriblement seule. John, lui, souffre d'être mis à l'écart et tente constamment de prouver sa valeur, devenant le leader tactique du groupe. Yelena, elle, est dans une quête de sens et va passer le film à vouloir aider Bob pour ressentir qu'elle aussi peut aider les autres, tout comme sa sœur. Et c'est ce besoin d'aider et d'être aidé qui leur permet de former une véritable équipe. Ensemble, ils parviennent à s'échapper et à retrouver un autre dépressif, Alexei. Lui qui est un catalyseur de tout leur mal-être. Il se sent seul, a besoin de sens et de retrouver une estime personnelle, mais également celle des autres. Il est le cœur de cette équipe, celui qui va pousser pour les souder. We are the Thunderbolts! Can't call ourselves that. Et c'est d'ailleurs Hannah John Kamen, l'actrice de Ghost, qui en parle le mieux lors de ma dernière interview avec le cast. How on earth are they going to work together at all? They're very much centered in their own worlds. And yeah, they're misfits. They're misfitted. They're not a team. But what they do together is they need each other to kind of save their own skin. But what's beautiful is the choice, the journey, and the choice they make to become a team and how well they actually do work together. So, I mean, yeah, they're a group of misfits, but I think they're a great team. Mais il en manque un. De quoi souffre Bucky dans cette équipe? Le nouveau Bucky Barnes. Nous l'avons vu avec son caméo dans Captain America Brave New World, Bucky est désormais un congressman américain, l'équivalent d'un parlementaire français. Il a fait un sacré bout de chemin depuis Captain America and the Winter Soldier. Bucky est considéré comme un terroriste par le grand public en 2016. Pour rappel, il est soupçonné d'avoir fait exploser une bombe devant les Nations Unies et d'avoir tué le roi du Wakanda. Bon, même si c'est Zemo qui est reconnu coupable et qui a été capturé par T'Challa et par la suite enfermé en Allemagne, Bucky est resté un fugitif aux côtés de Captain, se cachant au Wakanda. Ce n'est qu'en 2018, ou plutôt en 2023, qu'il est révélé au monde en tant que héros de la bataille contre Thanos. Il tente alors de se racheter des crimes qu'il a commis en tant que Winter Soldier dans la série Falcon and the Winter Soldier, seulement depuis, Steve n'est plus là et les Avengers non plus. Donc il pense que pour se rendre utile, il doit s'engager en politique en tant que représentant de Brooklyn. Seulement, dès sa première scène, face aux journalistes, on comprend très bien qu'il n'est pas du tout à l'aise. C'est pourquoi très vite, il reprend ses vieilles habitudes, espionne Valentina et tente de convaincre Mel de l'aider. Mel, qui est une fan inconditionnelle des Avengers. Il comprend alors que cette vie n'est pas vraiment pour lui après sa conversation avec le congressman Gary, qui lui explique qu'en politique, tout se fait avec des dossiers et du temps, ce qui, encore une fois, n'est pas sa manière de faire. C'est pourquoi, quand Mel lui apprend que des témoins très importants pour la destitution sont actuellement dans le désert, il reprend son habit de super-héros, voire même ses armes de Winter Soldier, pour aller se salir les mains et faire le boulot lui-même, comme il sait le faire. Il comprendra très vite que Valentina et Sentry ne pourront pas être arrêtés via la politique, mais à l'ancienne.
tienne. C'est pourquoi il convainc ses prisonniers de l'aider. Alors oui, il aurait très bien pu appeler son pote Sam, mais quand on y réfléchit, s'attaquer à la directrice de la CIA après avoir fait arrêter le président des États-Unis n'est peut-être pas l'option numéro 1 pour un Captain America, qui en plus doit monter ses propres Avengers. Il a donc préféré l'option anti-héros et Black Ops. Mais il était déjà trop tard, Sentry était déjà trop puissant. Qui est le Sentry du MCU? Nous découvrons donc Bob dans le bunker alors que les assassins s'entretuent. Comme dans les comics, il semble n'être qu'un toxico paumé et schizophrène qui obtient des pouvoirs divins. Mais cette fois-ci, il les obtient en participant volontairement à une expérience dont il est le seul à sortir vivant. Tout au long du film, nous découvrons avec lui ses nouveaux pouvoirs. Il développe tout d'abord une télépathie en entrant dans les souvenirs les plus douloureux de John et Yelena. Des souvenirs qui définissent qui ils sont. John, qui a tout perdu en restant bloqué sur ses erreurs du passé, et Yelena, qui, on le voit, a eu la même enfance que sa sœur, puisque ces souvenirs nous rappellent forcément les visions de Natasha dans Age of Ultron, jusque dans la colorimétrie. Il découvre ensuite une invincibilité face aux balles et la possibilité de voler, ce qui d'ailleurs le fait s'évanouir. Dans la Watchtower, il est capable de télékinésie, de force surhumaine, et quand il brille, son potentiel n'a plus aucune limite, puisqu'il supprime tout simplement tous ceux qu'il rencontre. D'ailleurs, les traces noires qu'il laisse ont été inspirées des bombes nucléaires laissées par les bombes américaines au Japon. Et c'est plutôt bien pensé, puisque les pouvoirs de Sentry, dans les comics, sont décrits comme l'explosion d'1 million de soleils. D'ailleurs, parlons de cette scène avec la petite fille. Je crois que Marvel n'avait jamais osé un truc pareil. Et je trouve ça plutôt de bon augure pour la suite, puisqu'on a le sentiment qu'ils ont plus peur de choquer depuis Deadpool et Wolverine. On voit qu'il est également capable de manipuler la matière, puisqu'il crée plusieurs mondes en simultané, dans lequel se plongent les Thunderbolts. Des mondes qui sont la représentation de leur peur, de leurs échecs et de leur dépression. J'ai d'ailleurs trouvé toute cette séquence vraiment bien travaillée, jusqu'à la forme de Sentry sous le contrôle de Void. À première vue, le fait qu'il soit tout noir peut paraître étrange. Mais le Void représente le grand néant que ressent Bob au fond de lui. Il aspire peu à peu la ville de New York. Il agit comme un trou noir dans lequel toute la lumière est aspirée. Ce qui fait qu'il soit aussi sombre, sans aucune lumière qui se reflète sur lui. Et on le voit lorsque Bob tente de le combattre, il est contaminé par cette noirceur. Un truc que j'ai plutôt bien aimé. Bref, les Thunderbolts se serrent les coudes et sortent Bob de cette solitude. En le considérant comme l'un des leurs, ils le sortent de cette ambivalence entre le désir maniaque d'être accepté et le rejet total du monde. Il fait désormais partie de cette nouvelle équipe, même s'il refuse d'utiliser ses pouvoirs. Fin du film et post-crédit expliqué. Le film se termine sur un nouveau piège de Valentina. Et quelle excellente séquence! Alors que New York se remet une fois de plus de ce qu'il vient de vivre, et qui vit à New York dans les MCU? C'est des fous! Valentina joue une espèce de comédie pour attirer l'attention des Thunderbolts. Et je dois vous dire que moi aussi je me suis bien fait piéger. Perso, je me suis demandé mais pourquoi elle joue aussi mal? Pendant que l'équipe tente de l'intercepter, une conférence de presse se déroule de l'autre côté du rideau. Et là, Valentina annonce officiellement la création des New Avengers. Au final, tout le monde y trouve son compte. Mais Yelena précise à Valentina que désormais, elle la possède. Parce que l'équipe détient désormais un moyen de pression contre la directrice de la CIA et de OXE. Mais bon, le révéler maintenant détruirait cette opportunité pour tout le monde. Pour Valentina, c'est la solution parfaite. Elle prend la place d'un Nick Fury avec une équipe d'Avengers issue de l'OXE, financée par le gouvernement. On peut d'ailleurs imaginer que cela ouvre la porte à l'OXE de pouvoir créer un autre super-héros sans aucun problème. Elle pourrait alors devenir la version MCU du projet Weapon X, un programme de manipulation génétique qui, je le rappelle, a modifié Wolverine et créé X-23, ce qui est plutôt de bon augure pour l'arrivée des X-Men. Les Thunderbolts sont donc officiellement renommés les New Avengers. Et ça, bon, c'est pas trop une surprise, on s'y attendait tous depuis la déclaration de Kevin Feige sur ce fameux astérisque. La première scène post-crédit fait évidemment référence au discours de Red Guardian dans la limousine. This team can be the heroes on the Wheaties box with a little giddy toy. Bon, rien de dingue, mais c'est drôle. Les New Avengers sont désormais sur des boîtes de céréales. On remarque d'ailleurs que Johnny Storm apparaît aussi sur les boîtes de Fruity Loops dans le trailer des 4 Fantastiques. Mais c'est la deuxième scène post-crédit qui devient vraiment intéressante. On retrouve les New Avengers 14 mois plus tard dans la Watchtower. Tous ont de nouveaux costumes et leur QG est hyper stylé. Bucky nous apprend que Sam va porter plainte contre les New Avengers pour une histoire de copyright. On comprend qu'à ce moment-là, les relations entre Sam et Bucky sont plutôt tendues. Mais que surtout, Sam a enfin monté sa propre équipe. Le nouveau Captain qui a bien le seum que son pote lui ait volé la vedette. Ouais, mais à un moment, faut te réveiller mon vieux. Yelena, à son tour, évoque une crise dans l'espace. Puis, une alerte se déclenche, un vaisseau interdimensionnel est entré dans l'atmosphère terrestre. Un vaisseau arborant le logo des 4 Fantastiques. Et cette petite séquence en dit énormément sur la suite du MCU, notamment sur les films Les 4 Fantastiques et Avengers Doomsday. Premièrement, la crise dans l'espace. Je pense que Doomsday va nous montrer une mission de sauvetage menée par Captain Marvel pour aller récupérer Monica. Pour rappel, à la fin de The Marvels, la méchante dont personne ne se souvient,
utilise les bracelets quantiques pour ouvrir une sorte de faille interdimensionnelle entre le monde du 616 et celui des X-Men, que nous verrons dans Doomsday. On sait aussi que sur le plateau est actuellement construit un vaisseau spatial pour ce film, que des décors qui ont leaks pourraient être l'extérieur du manoir X-Men, qu'il comporte des débris de vaisseau, et que les scènes des X-Men sont actuellement en tournage. Donc oui, je pense que la crise dans l'espace est en fait une faille créée par une équipe d'Avengers, dont fait partie Carol, pour aller sauver Monica à l'endroit précis où Monica a disparu. Et vu que la simple présence de Strange dans un autre univers où le Dreamwalking peut provoquer une incursion, imaginez les conséquences si toute une équipe d'Avengers envahit un autre monde. Pour moi, ce serait clairement le début des ennuis multiversels dans Doomsday, et cette scène post-crédit pourrait même faire partie intégrante du film final. Un peu comme l'a été la post-crédit de Captain Marvel dans Avengers Endgame. Mais il n'y a pas que ça. Oui, le vaisseau multiversel des 4 Fantastiques, qui vient donc d'un autre univers, arrive enfin dans le 616. Alors, est-ce que ça veut dire que les 4 Fantastiques ont perdu contre Galactus et que leur monde est détruit? Eh bien pas forcément. Je pense personnellement que les 4 Fantastiques vont bien réussir à repousser Galactus, peut-être dans un autre univers. Et j'en suis même convaincu, puisque le film semble se dérouler sur plusieurs années. Au début, Suzanne combat des ennemis, puis elle tombe enceinte, elle va, selon moi, accoucher dans l'espace, et son enfant devrait grandir jusqu'à 3-4 ans dans le film. On sait aussi qu'un acteur d'une dizaine d'années est recherché pour jouer Franklin dans Doomsday. Je pense donc que la fin des 4 Fantastiques verra l'équipe triompher, mais que la scène post-crédit se passera des années après, avec la découverte de Reed de la menace Doom. Et que le tout début de Doomsday nous montrera la chute de leur univers. Mais je vous propose de parler de tout ça en giga détail dans la vidéo de la semaine prochaine. Bref, une scène post-crédit que je trouve absolument parfaite. Équilibrée comme le film, qui ne fait pas de promesses qu'elle ne peut pas tenir comme ça a trop souvent été le cas ces dernières années, et qui nous mène directement au film d'après, comme savait le faire le MCU à ses débuts. Vous vous souvenez à la scène du marteau? Rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Mon avis sur le film. Comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce film. Marvel revient à la raison et comprend qu'un bon film, c'est avant tout un film humain. Un film auquel nous, spectateurs, pouvons nous identifier et nous attacher. La plupart des échecs de ces dernières années, ce sont des spectacles sans saveur, dont les personnages sont écrits avec le cul, et qui finissent toujours par un énorme combat en CGI à la fin, qui en plus souvent est assez mal fait. Ici, c'est sobre. L'ennemi c'est nous-mêmes, et pourtant on sent quand même une vraie vibe à la Avengers là-dedans. Alors non, il faut clairement pas que tous les films Marvel deviennent des Thunderbolts, mais on sent que la recette est bonne. Des personnages bien écrits, une réal qui a du caractère, et un véritable attachement à ses personnages. Même les scènes d'action, peu nombreuses, sont vraiment impactantes, bien réalisées et bien chorégraphiées. Bref, Thunderbolts est tout simplement un bon film. Et tout le monde en parle en bien parce que ça faisait longtemps que Marvel n'avait pas juste sorti un bon film. Donc, moi je suis content et j'attends vraiment la suite avec impatience. Encore un gigantesque merci aux copains de la boutique du sabre laser pour avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle qu'ils ont sorti un pack collector avec sabre au choix, mallette gratuite, goodies et garantie à vie, ce qui sont des exclusivités de cette collection. Et surtout, moins 10% avec le code Kevin10 sur les 100 premières commandes. Et une commande remboursée toutes les 20. Non mais, c'est pas une dinguerie ça franchement? Je vous le dis, c'est clairement les meilleurs sabres laser du marché, vous pouvez donc y aller les yeux fermés. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le grand reboot qui attend Marvel, ça se passe juste ici. Nous on se retrouve vendredi prochain 15 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao!